Une question de Tom. Pascal Pierrat, dans la matinale de Ligne Droite hier, a traité les promoteurs du Frexit de prestidigitateurs. Elle se propose de leur expliquer l'impossibilité de la sortie. Selon elle, il est malhonnête de continuer à promouvoir le Frexit. Ce serait une attitude hors sol. Elle promeut la ligne du RN, le changement de l'intérieur, mais sans modification des traités, pas de changement, d'où ma question, est-il possible de simplifier, faciliter le mode de révision des traités par un processus parlementaire ? Le seul intérêt de cette question, en fait, c'est de parler de radiocourtoisie. J'en profite pour dire que demain matin, à 7h10, je serai invité par Liselotte Dutreuil, qui m'invite pendant 15 minutes, de 7h10 à 7h25, à répondre à ces questions, notamment sur la situation politique française. Donc ça aura peut-être évolué d'ailleurs ce soir dans la nuit. Et puis je synthétiserai peut-être ce que je vous ai dit plus en détail. Et peut-être d'autres analyses me viendront à l'esprit dans la nuit. Voilà. Pour le reste, qui est cette dame Pierrat ? C'est une... Elle est eurodéputée du RN. Elle est eurodéputée du RN et elle est venue expliquer que les partisans du Frexit étaient des prestidigitateurs, c'est ça ? Et que... C'est ça, c'est ce que vous avez dit. Exactement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Elle propose quoi ? Elle propose quoi de réformer les traités. Enfin bon, il faut arrêter ces histoires, j'en ai parlé 50 fois. Je ne sais pas si les partisans du Frexit sont des prestidigitateurs. En tout cas, ce que je sais, c'est que cette dame est une menteuse. Voilà. Aussi simple que ça. Parce que pour sortir du Frexit, il y a un article qui est prévu dans les traités, c'est l'article 50 du traité de l'Union européenne. Voilà. Et dire que c'est impossible de sortir de l'Union européenne, ça a été tout le discours de l'oligarchie contre les Britanniques avant le Brexit, rappelez-vous. On allait voir, ça allait être l'abomination de la désolation, ça allait être absolument terrifiant ce qui allait se passer avec la sortie de l'Union européenne. Bon, ça s'est passé. C'est pas génial, parce que comme je l'ai déjà dit 50 fois, le fait de sortir de l'Union européenne ne vous garantit pas que vous aurez un gouvernement formidable après. Voilà. Ils ont Starmer, c'est un Macron, si vous voulez. Ils sont sortis de l'Union européenne, mais c'est comme si nous, on sortait de l'Union européenne et que les Français, ils disaient Macron. C'est-à-dire quelqu'un qui voudrait continuer à être complètement aligné derrière les États-Unis, etc. Bon. Le problème qu'il y a au Royaume-Uni, c'est que le Brexit n'est pas allé jusqu'à son terme. Et normalement, la logique politique aurait voulu au Royaume-Uni que ce fût Nigel Farage qui devint le Premier ministre de Sa Gracieuse Majesté. C'est ça. D'ailleurs, en ce moment, j'ai appris, c'était aujourd'hui, on apprend quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a des mouvements très très importants de l'opinion publique au Royaume-Uni contre l'immigration débridée qui a submergé le Royaume-Uni. Et j'ai vu que Nigel Farage a dit qu'il fallait aller plus loin dans le Brexit. Et lui, il demande maintenant que le Royaume-Uni sorte de la Cour européenne des droits de l'homme pour toute une série de raisons, en particulier parce qu'il y a eu un jugement qui a fait grief récemment, puisque dans le droit britannique, il est prévu, je ne sais pas dans quel truc britannique, il est prévu que je sais plus quoi, c'est qu'une femme, c'est quelqu'un qui est né de sexe féminin. Voilà. Alors évidemment, ça a fait scandale parce qu'il y a une juriste transgenre qui a dit que c'était une atteinte absolument intolérable aux droits de l'homme. Elle s'est pourvue devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'effectivement, c'était absolument scandaleux. Comment est-ce qu'on pouvait oser dire qu'une femme, c'était quelqu'un qui était né de sexe féminin, qu'on n'avait jamais vu un truc pareil, que c'était... bon. Alors là, il y a quand même 95% de la population britannique qui est vent debout sur cette affaire. Et vent debout aussi sur les décisions de la CEDH concernant les migrants, puisque la CEDH, qui est complètement infiltrée par les réseaux Soros d'ailleurs, impose une lecture ultra favorable, notamment au regroupement familial, etc., etc., etc. Et donc voilà ce qui se passe avec le Brexit. Mais enfin, pour en revenir à ce qu'on disait, le Brexit, ça devait être la catastrophe. C'est pas la catastrophe. Et somme toute, la situation macroéconomique du Royaume-Uni est meilleure au Royaume-Uni qu'elle ne l'est en France. Voilà. Et il y a eu une sortie.
Donc je vois pas ce que ça a de prestidigitateur de dire qu'on va sortir de l'Union européenne par l'article 50. Voilà. En vertu de quoi c'est impossible. Ils nous ont fait le coup. Enfin, tout le monde est au courant. Ils avaient même l'opposition, enfin les partisans du Brexit à l'époque avaient appelé ça le Project Fear, le projet de la peur. Voilà. Quand ils ne savent plus quoi dire, ils n'ont plus que la peur. Voilà. La peur, la peur, la peur, la peur, la peur, la peur. Voilà. Donc là, il s'agit, madame, je vois que cette dame qui s'appelle comment vous dites Pierra Pascal Pierra. Pascal Pierra. J'avoue que jusqu'à ce soir, j'en ignorais l'existence. Donc elle est députée du RN au Parlement européen, et donc elle nous fait le coup de la peur. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En revanche, elle ment. Parce que dire qu'il faut modifier les traités de l'intérieur, ou modifier par une... Alors je répète, ou à ceux qui auraient manqué, ça doit être la 257e fois en 18 ans que j'explique ça, c'est que pour changer les traités européens, il faut changer... le moindre changement d'un point-virgule nécessite l'accord des 27 États membres pour ça. C'est la réforme des traités, donc il faut que tous les États qui ont signé et ratifié ces traités soient d'accord sur le même changement de traité, au mot près. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rouvrir un cycle de négociations pour réformer les traités. Alors ça, c'est la bouteille à l'encre. Les européistes ne veulent plus parce qu'ils savent que c'est le lieu de conflits innombrables. Et à supposer qu'on arrive à une version unique et approuvée par les 27 gouvernements, il faudrait qu'il y ait ensuite deux phases très importantes. La signature par des plénipotentiaires, donc les gouvernements. Par exemple, le traité de Maastricht avait été signé par le président de la République, François Mitterrand, et son ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la signature. Mais comme je vous l'ai souvent dit, je vous renvoie au droit des traités internationaux. Après qu'il y a eu la signature des plénipotentiaires relevant de l'exécutif, il doit y avoir la ratification, qui est la ratification soit du législatif, c'est-à-dire du Parlement, soit une ratification par le peuple souverain directement, par référendum. Voilà. Ça veut donc dire que pour changer les traités européens, fût-ce pour enlever un adjectif, fût-ce pour enlever un détail, il faut, c'est d'ailleurs tout ce qui s'est passé, rappelez-vous les négociations sur le traité de Lisbonne, après que les Français puis les Néerlandais eussent voté non au référendum de 2005 contre la Constitution européenne. Il y a eu des débats qui ont duré encore des mois pour trouver le nouveau traité de Lisbonne, qui en fait a repris la Constitution européenne en la coupant en deux, en enlevant quelques morceaux ici ou là, mais ils ont en fait refait voter le même traité, ce qui fait d'ailleurs que c'est une véritable forfaiture en termes d'éthique politique et morale de ce qui s'est passé vis-à-vis du peuple français. Mais enfin, ça s'est passé comme ça. Et donc, ce qu'il faut à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé pour le traité de Lisbonne. Il faut qu'il y ait eu les signatures des 27 gouvernements, à l'époque des 28, puisque le Royaume-Uni était encore dans l'UE, et ensuite la ratification des 28, c'est-à-dire 56. Donc aujourd'hui, pour être très précis, pour changer les traités, il faut d'abord entrer dans des négociations pour changer un point, ce qui pose d'immenses difficultés, parce que ce que Mme Pierra fait semblant de ne pas comprendre, en tout cas qu'elle ne l'explique pas aux gens qui ont tort de lui faire confiance, c'est que le problème vient de ce que l'Union européenne est un attelage de pays aux intérêts divergents. Et donc quand on dit on va réformer les traités parce que moi je veux ça, moi la France je veux ça, ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'on va modifier l'équilibre interne d'un traité et que la proposition française va se heurter à des intérêts opposés d'autres États qui vont dire il n'en est pas question. C'est par exemple cette foutaise en fait qui avait été lancée par Dupont-Aignan qui voulait le Bruxit, vous savez, il voulait sortir, il voulait qu'il n'y ait plus de Commission européenne. Il y a quand même beaucoup de Français malheureusement, enfin pas beaucoup, mais bon,
En tout cas, il a eu plus droit à la parole que moi, puisqu'il est passé dans les médias pour raconter sa salade. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas sortir de la Commission européenne, parce que si on voulait supprimer la Commission européenne des traités européens, d'abord, il faudrait retirer le mot dans quasiment tous les articles. La Commission européenne, c'est ce qui fait fonctionner l'Union européenne. Donc c'est comme si vous prenez, je ne sais pas moi, le squelette d'un être humain et puis vous lui retirez la colonne vertébrale. Ça va s'effondrer. C'est la colonne vertébrale, le truc. Bon. Donc déjà, imaginez une Union européenne sans Commission européenne, ça n'a pas de sens. C'est un peu comme si on disait, la France, je vais retirer la République. Voilà. Il n'y aura plus de ministère, plus de préfecture. Voilà. Mais on va fonctionner. Alors, oui, ça veut dire que c'est la fin du pays, ça veut dire que c'est l'anarchie généralisée. Voilà. Donc déjà, ça c'est le premier point. Donc déjà un problème matériel. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette idée absolument idiote, en fait, enfin qui n'est faite que pour manipuler l'opinion publique, en fait, c'est qu'on se heurterait à l'intérêt hostile de tous les pays de l'Est notamment, et de tous les pays qui ont de l'argent, qui sont bénéficiaires nets des fonds européens. Puisque la Commission européenne, c'est justement cet organisme qui engrange toutes les recettes versées par les 27 États de l'Union européenne, notamment qui sont prélevés sur les droits de douane, et qui redistribue aux 27 des fonds européens. Mais comme vous le savez, si vous me suivez depuis 18 ans, ou même depuis 1 an ou 2, ou même si vous vous êtes renseigné ailleurs, la Commission européenne ne reverse pas à chaque État ce que chaque État lui a versé, sinon elle ne servirait à rien. Donc la Commission européenne, elle détourne de l'argent pour elle-même, pour faire ses frais de fonctionnement, les frais de fonctionnement du Parlement, de la Cour de justice de l'Union européenne, des députés, etc., etc., etc. Mais pour le reste, elle donne de l'argent à certains États plus qu'ils n'ont versé, on les appelle les États bénéficiaires nets, et elle donne moins d'argent à certains États que ce qu'ils ont versé, on les appelle les contributeurs nets. La France fait partie des contributeurs nets depuis les années 90. Donc chaque année, la France, elle verse bon an mal an 10 milliards d'euros, et on ne sait peut-être même pas, c'est même peut-être plus en fait, 10-12 milliards d'euros de plus à la construction européenne que ce que nous recevons. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la Pologne, elle reçoit 14 milliards d'euros de plus que ce qu'elle donne. Avec quoi, d'ailleurs, elle achète des armes américaines. C'est nous qui payons, hein. Et vous avez la même chose pour la Hongrie, pour les pays baltes, pour la Bulgarie, pour la Roumanie, pour Chypre, etc., etc. Donc ces États qui sont bénéficiaires nets, ils savent que ce qui les protège des grands États que sont l'Allemagne, la France, l'Italie, etc., c'est justement la Commission européenne, où ils ont un commissaire européen, ce qui est inouï. Vous vous rendez compte que la petite Estonie, elle a un commissaire européen, Madame Kallas, qui par ailleurs est azimutée, qui est la représentante de la politique étrangère. Pour un pays de 3 millions d'habitants, elle fixe la politique étrangère d'un ensemble de 450 millions de personnes. Et on a la diplomatie française qui est obligée d'écouter comme ça, avec un air admiratif, les vaticinations de Madame Kaja Kallas, qui est une Estonienne appartenant à une famille qui voue une haine inexpiable à l'URSS. C'est ça la réalité. Donc, comme il faut l'unanimité des États membres, si d'aventure on voulait supprimer la Commission européenne, il est évident que l'Estonie dirait jamais. Jamais. C'est justement grâce à la Commission européenne que l'Estonie a un de ses ressortissants qui est censé, qui parle de haut quasiment au ministre des Affaires étrangères américain. Voilà. J'espère que alors je pourrais prendre 1000 exemples différents, mais là j'ai choisi un exemple qui est, me semble-t-il, assez parlant. Ça veut dire que quand on vouloir réformer les traités européens, c'est vouloir en fait faire croire que l'intérêt européen et l'intérêt français, c'est la même chose. Non. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, par exemple, sur l'affaire des droits de douane. D'ailleurs, non plus personne ne parle. En France, de Madame Le Pen et donc de cette des députés qui a dû reprendre, qui a dû ânonner le discours de Madame Le Pen et de M. Bardella jusqu'à M. Mélenchon, tout le monde s'est indigné de l'accord sur les droits de douane Leyen-Trump.
effectivement moi aussi d'ailleurs, mais personne n'en a tiré la conséquence que moi j'en tire. Mais la conséquence que j'en tire, c'est qu'il faut sortir de l'Union européenne pour défendre nos intérêts nationaux. Alors que ils ont tous raconté le même bobard, c'est que l'Europe n'avait pas su se défendre, mais pas du tout. J'ai montré, je vous renvoie à ma vidéo qui a d'ailleurs été shadowbannée parce qu'il y a beaucoup moins de vues que ce qu'on attendait. Il y a beaucoup plus de vues sur le tweet annonçant cette vidéo que sur le nombre de vues. Donc elle a été en partie shadowbannée. C'est une raison pour que vous alliez la voir. Elle est très importante. C'est ma dernière vidéo sur l'accord Trump-Leyen. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a présenté une carte, on est allé à la recherche des réactions des gouvernements respectifs. La majorité, une large majorité des États de l'Union européenne a approuvé l'accord Trump-Leyen. Il n'y a que 3 États qui l'ont désapprouvé. 2 l'ont formellement désapprouvé, c'est la France et la Hongrie. La Hongrie parce que Viktor Orban est fou de rage à l'idée qu'on puisse éventuellement financer de l'armement au bénéfice de l'Ukraine, surtout qu'il est quasiment en guerre maintenant avec l'Ukraine. Et il y a un 3e État, c'est les Pays-Bas, qui ont critiqué, mais mezza voce, plus discrètement. Mais il n'y a que 3 États sur 27 qui sont contre l'accord Leyen-Trump. Il faut bien le comprendre. Et donc les gens qui vous disent l'Europe n'a pas su défendre ses intérêts, non. Non. Ce sont des gens qui vous mentent, qui vous font croire que ce qu'ils appellent l'intérêt européen, en fait, c'est l'intérêt français. Mais l'intérêt européen n'est pas l'intérêt français. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. Il n'y a pas d'intérêt européen. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un intérêt unique européen. Il y a 27 intérêts divergents. Et il y a, malheureusement, sur presque tous les sujets, la France est pratiquement toujours minorisée. Elle fait partie de 2-3 pays râleurs, etc. Mais la majorité des États sont derrière l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, les pays de l'Est, et donc font bloc avec la Commission européenne. Voilà, c'est ça. Donc lorsque Madame Piera annonce, députée européenne, que ce que disent les partisans du Frexit, on serait des prestidigitateurs, que ce que nous dirions est impossible, c'est le contraire, c'est de l'inversion accusatoire. C'est ce qu'elle dit, elle, qui est impossible. D'ailleurs, les 68 ans écoulés depuis le traité de Rome l'ont suffisamment prouvé. À chaque élection européenne, on vous explique toujours, et le Front National, le premier depuis 1972, a toujours expliqué qu'il allait avoir une autre Europe, changer d'Europe, il fallait une Europe comme ci, une Europe comme ça. C'est ce qui s'est encore passé d'ailleurs aux dernières élections de 2024. Madame, d'ailleurs, moi j'aimerais bien débattre avec cette dame. Enfin, je préférerais débattre avec Bardella parce que mon niveau, c'est le président du RN, c'est pas cet eurodéputé. Mais si je débattais avec cette dame, je lui montrerais quelles sont les promesses qu'elle avait faites dans sa profession de foi, de la liste Bardella pour les élections européennes au Parlement européen. Il fallait voir ce qu'on allait voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout, parce que tout simplement la France est minorisée. Donc en fait, c'est un mensonge. Voilà. C'est aussi simple que ça.